Bonjour à tous, je suis Adrien Bert, je travaille au sein du cabinet conseil en transformation InSpirit et je vais vous parler aujourd'hui d'un terme dont on entend beaucoup parler, l'approche produit, nouveau levier de transformation des grands groupes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez la démarche maintenant, il y a un QR code. N'hésitez pas, notamment pour ceux qui sont à distance, de poser des questions via Klaxoon. On aura un temps à la fin de cette intervention pour bien sûr échanger et répondre, je l'espère, à vos questions. Deuxième slide que vous connaissez par cœur en cette fin de journée, les sponsors. Merci à eux, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, il y en a d'ailleurs de plus en plus qui parlent de produits et c'est un bon signe parce qu'on va parler de produits. D'ailleurs, on l'a vu sur les conférences du jour, il y a cette notion, on voit bien que les lignes sont en train de bouger, puisque quand on parle de produits, ça peut être assez vague, donc on va partir sur des bonnes bases. Et puis on va voir voilà, ce qu'on entend par approche produit, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui et de plus en plus d'ailleurs au sein des grands groupes et pourquoi les lignes sont en train de bouger. Donc on va essayer de partir sur déjà quelque chose de clair. De quoi parle-t-on quand on parle d'un produit? Alors clairement, on parle d'un produit numérique et par extension le service et toute l'expérience qu'il y a autour. Donc c'est un peu un mot valise qu'on utilise de plus en plus pour parler du service et de l'expérience qui va autour. Donc, le produit avec l'approche produit, mais attention, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de termes dont on parle aujourd'hui et il y a un peu un amalgame entre le mode produit, la transformation produit, la culture produit. Donc, on va essayer de démystifier un peu tout ça, puisque forcément, voilà, quand il y a beaucoup de termes qu'on utilise plus ou moins pour dire la même chose, c'est que généralement, il y a anguille sous roche. Donc, on va essayer de partir sur des bases saines, en se référant à ce qui est un peu pour tout consultant ou intervenant au sein de la conférence Agile en scène, à notre référence à tous, ChatGPT. Et là, en fait, je vais vous décevoir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, et à chaque fois qu'on parle d'approche produit, on a des définitions différentes. Et en fait, on ne va pas blâmer ChatGPT, puisque ChatGPT, comme vous le savez, se base sur des données réelles du marché, sur des faits. Et en fait, s'il n'y a pas grand-chose, et à chaque fois, il y a une définition différente, c'est que dans la réalité, effectivement, il n'y a pas grand-chose dans la littérature relative à l'approche produit. Qu'est-ce qu'on a dans la réalité des faits sur le marché? On a de la culture produit. On a plein d'ouvrages, beaucoup, qui ne sont pas nouveaux d'ailleurs, qui existent depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années parfois. Bon, c'est un business, ça tourne bien, il y a régulièrement des nouveaux ouvrages associés à cette culture produit. Et qu'est-ce qu'ils nous disent tous ces ouvrages? Ils nous partagent des façons, des méthodes, des pratiques pour concevoir et déployer des produits digitaux. Alors c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas toujours évident à appréhender, notamment quand on est dans un grand groupe, parce que tous ces ouvrages, ils ont une particularité, c'est que, ils sont tous, pour la plupart, issus de la culture nord-américaine, pour ne pas dire la Silicon Valley. Ils sont tous rédigés dans des contextes de start-up, de scale-up, et donc c'est pas toujours évident, quand on dirige un grand groupe, de pouvoir utiliser ces ouvrages pour s'inspirer de ces pratiques et de les installer dans un grand groupe. Parce que forcément, dans un grand groupe, si là, dans les startups et les scale-up, on part avec une page blanche d'un point de vue organisationnel, avec une culture qui est digitale nativement, c'est pas toujours le cas au sein des grands groupes. Oui, il y a des défis spécifiques aux grands groupes qui font que c'est pas toujours évident, du coup, de mettre en œuvre ces différentes pratiques qui sont partagées. Il n'y a rien sur la dimension organisationnelle. C'est bien de partager des pratiques, c'est bien de partager des démarches, mais comment on le fait, c'est plus compliqué. Dans les grands groupes, on a une activité historique qui souvent remonte à plusieurs dizaines, centaines d'années, et dans lequel le digital n'était pas forcément au cœur du modèle d'affaires, n'était pas au cœur de la culture, et donc il faut être en mesure de pouvoir s'adapter, ce qui n'est pas toujours évident. On a des structures organisationnelles dans les grands groupes, attention, je ne veux pas être dans le cliché, bien sûr, c'est atténué, mais des structures organisationnelles plutôt complexes, avec un grand nombre d'employés, avec des couches hiérarchiques qui sont plus importantes. Et bien évidemment, ça fait qu'on ne peut pas déployer ces pratiques-là de la même façon que si on était dans une start-up. On a, d'un point de vue IT, des systèmes qui remontent, qui ont parfois plusieurs dizaines d'années, qui sont très durs à faire évoluer et qui n'offrent pas la flexibilité attendue
quand on essaie de sortir des produits qui ont de l'impact et qui vont pouvoir faire une vraie différenciation sur le marché. On est obligé de dealer dans des grands groupes avec le fameux legacy qui oblige à, malgré le développement de l'agilité, des approches produits, à aborder les choses de façon un petit peu différente. Dernier point, on a bien évidemment une gestion du changement qui est plus complexe. Quand on démarre une approche produit dans une start-up, on part de la page blanche. On aura généralement des personnes qui comprendront directement ce pourquoi elles viennent travailler au sein d'une start-up ou d'une scale-up. Dans un grand groupe, il y a des personnes qui sont parfois en poste depuis plusieurs années. C'est un peu plus dur d'amener cette dimension de changement parce que forcément, si on parle d'installer des nouvelles approches dans un grand groupe pour tendre vers une culture produit, ça veut dire qu'on va devoir un petit peu changer nos façons de faire, nos façons de travailler, nos façons de collaborer, et ça peut être un petit peu complexe. Donc, tout ça, ça fait que les grands groupes, ils regardent toute cette littérature, tous ces ouvrages, toutes ces conférences avec une certaine distance, et qui fait qu'il y a un peu un fossé qui s'est creusé, et que c'est pas toujours évident, du coup, de mettre en œuvre tous les apprentissages, que, attention, je ne veux absolument pas dénigrer, qu'on peut trouver dans ces ouvrages, au sein des grands groupes. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en 2023? Pourquoi est-ce que les lignes sont un petit peu en train de bouger? Et pourquoi c'est intéressant de voir que finalement, on a, d'une certaine façon, pas vraiment le choix maintenant de trouver une façon d'amener cette culture produit en fait au sein des grands groupes. Approche produit, c'est vraiment amener la culture dans les grands groupes, avec bien sûr les rôles, les démarches, les pratiques, mais en se souciant de la dimension organisationnelle. Alors pourquoi les lignes sont en train de bouger? Parce qu'en 2023, il y a plusieurs facteurs, plusieurs enjeux qui sont incontournables et qui obligent les grands groupes à s'adapter et à faire en sorte de trouver des solutions pour ramener cette culture produit au sein de façon intrinsèque dans l'organisation. Le premier point qui est assez classique, et il n'y a pas de scoop dans les 4 points que je vais vous présenter ici, c'est que la part des revenus issus du digital est en train d'augmenter de plus en plus dans les grands groupes. Parfois, ils dépassent même les revenus de l'activité historique. Et donc, on avait pendant plusieurs années des activités digitales qui pouvaient être un peu annexes. Elles sont en train de prendre une part de plus en plus importante. Ce n'est plus de façon caricaturale le gadget ou l'équipe digitale qui s'occupe de la chose. Ça devient majeur, ça devient omniprésent dans le modèle d'affaires même. Il faut donc absolument se concentrer sur cette dimension digitale et bien la traiter. Le deuxième point, et ça, on va éviter de sombrer dans la sinistrose parce qu'on a dû l'entendre pas mal de fois depuis ce matin, on est dans un monde complexe qui bouge, le fameux monde VUCA. Il faut donc réagir d'autant plus vite avec les produits digitaux qui offrent plus de flexibilité, si tant est qu'on soit bien organisé pour les mettre entre les mains des utilisateurs. Il faut réagir plus vite. Et donc, on voit que l'écosystème global étant tellement incertain, il faut absolument pouvoir adresser cet environnement en y apportant des réponses rapides et répondre aux attentes des utilisateurs qui changent de plus en plus. Troisième point qui est peut-être un peu nouveau aussi, c'est que les grands groupes n'ont pas attendu de se transformer, ils n'ont pas attendu 2023. Ça fait plusieurs années, voire maintenant des dizaines d'années, qu'on parle de transformation agile. Et ces transformations agiles, loin de moi l'idée de vouloir les dénigrer, mais elles sont originellement nées dans les départements IT, en se diffusant auprès des équipes IT. Et on voit bien qu'elles ont parfois permis d'aller chercher beaucoup plus de réactivité, d'efficacité dans le delivery, dans la capacité à mettre les produits entre les mains des utilisateurs. Mais elles ont parfois eu un plafond de verre pour embarquer l'ensemble de l'organisation. Et ça, c'est un vrai point qui, aujourd'hui, est constaté. Alors, on parle de business agility, il y avait une conférence tout à l'heure, d'agilité à l'échelle, et on voit bien qu'on va aller chercher plus loin. Mais c'est un enjeu qui oblige aujourd'hui à s'interroger sur la capacité d'un groupe à dépasser, en fait, l'agilité qu'on allait chercher dans la conception et la livraison de produits IT pour la diffuser dans l'ensemble de l'organisation et en embarquant l'ensemble de l'organisation. Dernier point, qui n'est pas un scoop non plus, mais qui concerne beaucoup d'entreprises, la difficulté à adresser les attentes qu'ont les personnes vis-à-vis du monde du travail. Alors je vais faire très attention, parce que j'ai bien écouté Julia de Funès ce matin, à ne pas utiliser des mots mauvais, mais je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui besoin de beaucoup plus de sens
dans ce qu'on fait, les gens n'acceptent plus de se lever le matin s'ils ne savent pas quel est l'impact qu'ils vont avoir dans la destinée de l'organisation au sein de laquelle ils sont en train de travailler. Donc tous ces critères-là font qu'aujourd'hui, ces enjeux-là font que les grands groupes, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de s'adapter pour faire en sorte que ces produits digitaux, on ait la bonne organisation pour pouvoir les délivrer et les mettre entre les mains des utilisateurs rapidement. Alors c'est bien, mais comment on s'y prend ? C'est difficile, puisqu'on l'a vu, il n'y a pas grand-chose dans la culture organisationnelle par rapport aux produits. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ouvrages par rapport aux pratiques, aux démarches qu'il faut mettre en œuvre, mais rien sur le système organisationnel. Alors on est obligé de se fier à des retours d'expérience. Et on voit bien que de plus en plus, au sein des grands groupes, on parle de passer sur une approche produit et de mettre le produit au cœur de l'organisation. Donc, pour répondre à cette question de comment amorcer une approche produit au sein d'un grand groupe, je voudrais vous partager aujourd'hui 3 zooms sur des dimensions particulières de transformation qui ont été mises en œuvre et qui répondent à ce qu'on considère être une approche produit, un vrai mode produit au sein d'un grand groupe. On ne va pas creuser chacun de ces retours d'expérience de façon très profonde, puisque ça prendrait beaucoup de temps. L'idée, c'est plutôt de bien saisir quelles sont les 3 dimensions de cette approche produit qui font qu'aujourd'hui, bonne nouvelle, même quand on est un grand groupe, on peut aborder de façon concrète et tangible la transformation en mode produit. Alors, vous l'avez compris, c'est bien évidemment le produit qui est au cœur de l'organisation. On est là pour l'amener aux mains des utilisateurs. C'est là où la valeur se crée pour l'entreprise, pour l'utilisateur. Donc c'est autour de ce produit qu'on va bâtir, qu'on va construire une organisation. Donc la première étape qui est assez simple et qui n'est pas du tout un scoop, c'est de structurer les équipes autour du produit. C'est, après tout, un peu ce à quoi répond l'agilité depuis quelques années maintenant, à savoir, on a des produits, autour de ce produit-là, on va commencer à réorganiser les équipes pour faire en sorte qu'on ait plus d'efficacité dans la conception et le déploiement de ces produits. Alors très concrètement, des termes qui vont parler à tout le monde, il y a des nouveaux rôles qui sont apparus, les product owners, les product managers, des rituels, des frameworks, et finalement, j'ai envie de dire, ça se passe assez bien. On voit pas mal de choses qui sont en train de se mettre en œuvre, et même maintenant des grands groupes qui arrivent à maturité, qui à partir de plusieurs équipes agiles arrivent à se coordonner, à avoir des vrais dispositifs à l'échelle. Donc on a une vraie maturité agile au sein de ces grands groupes. Ce qu'on peut observer néanmoins, c'est que, et attention, ça peut presque être à double tranchant, c'est qu'une fois qu'on met le doigt dans une transformation et qu'on se met à avoir une usine de delivery qui fonctionne, on va avoir une attente d'être alimenté en initiative stratégique, puisque l'agilité, la transformation, elle ne doit pas se faire qu'au niveau des équipes, sinon ça peut entraîner une frustration. Donc attention à ça. Il y a un deuxième niveau qui est essentiel dans la mise en place d'une approche produit dans un grand groupe, c'est de faire en sorte qu'on combatte cette frustration, qu'on la dérisque au maximum et que finalement ces usines de production soient alimentées de façon efficace, rapide, par les couches hautes de l'organisation. Et là, on va parler, alors c'est là aussi on est dans la business agility, mais on voit de plus en plus le besoin et la mise en œuvre au sein de grands groupes de démarches pour essayer de fluidifier un petit peu toute cette génération d'initiatives stratégiques, la façon de pouvoir l'explorer en amont, de la piloter, de décider si on a envie d'investir dedans ou pas, puisque le grand défi, vous l'avez compris, c'est que puisque là on est au début des idées, par définition les solutions n'existent pas encore, donc on est obligé d'avoir des démarches structurées. On va voir quel groupe le fait, comment on peut le faire de façon assez tangible. La troisième dimension, qui n'est pas nouvelle, on en parle depuis longtemps, c'est la dimension du centré utilisateur. Alors ça, c'est un classique, le centré client, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on en discute. Vous vous doutez bien que ce serait trop simple de tendre le micro aux utilisateurs pour leur demander ce qu'il faut faire. C'est un petit peu plus complexe. Et la bonne nouvelle, c'est que les grands groupes, ils ont des atouts. Ils ont beaucoup d'expertise. Et sur ce centré utilisateur, par contre, c'est un petit peu complexe à des moments de savoir qui doit le faire, comment le faire. Et je vais vous partager un retour d'expérience qui montre une des façons de pouvoir le faire. Parce que vous allez le voir que, bien évidemment, si aujourd'hui il n'y a pas grand-chose sur la mise en place d'une organisation produit, c'est parce que tout le monde, chaque groupe, doit créer sa propre histoire par rapport à ces 3 dimensions-là. À travers 3 retours d'expérience des entreprises dont vous voyez les logos affichés sur l'écran,
je vais vous montrer des exemples concrets, non exhaustifs, d'activités qui peuvent être menées avec des livrables qui vont, je l'espère, ouvrir des pistes pour que vous puissiez aussi vous approprier cette démarche d'approche produit et voir quel impact elle pourra avoir au sein de votre entreprise ou chez vos clients. Première dimension, structuration des équipes autour du produit chez Bouygues Telecom, qui depuis 2021 amorce une vraie transformation produit et fait en sorte que toutes les équipes puissent avoir de façon coordonnée une meilleure vision de ce sur quoi elles travaillent, comprendre le fameux sens et avoir l'organisation qui va avec. Alors je vais aller assez vite sur tous ces éléments-là. Comme je vous l'ai dit, l'objet de cette conférence, c'est pas de descendre en vertical sur chacun de ces éléments, c'est juste de vous montrer un petit peu des pistes concrètes. Là, on va être dans quelque chose d'assez classique, hein. C'est assez proche de l'objectif des transformations agiles, c'est de regrouper des équipes autour des produits. Les produits, ils servent les utilisateurs à avancer dans les chaînes de valeur de l'organisation. Ils servent les produits à aller délivrer de la valeur pour les utilisateurs et pour les entreprises. Et donc, bien évidemment, ça, c'est quelque chose de très structurant qui doit avoir lieu dans la mise en place d'une organisation produit dans ses premières étapes, à savoir s'assurer qu'on soit bien organisé de façon à aller chercher la valeur de façon efficace. Mettre en place un mode de fonctionnement commun entre les différentes équipes qui sont structurées autour du produit. Ça veut dire qu'on voit de plus en plus des dispositifs, c'est vrai chez Bouygues Telecom, mais c'est vrai dans d'autres groupes, d'agilité coordonnée ou d'agilité à l'échelle, dans lesquels on fait de la planification en commun. On se regroupe, d'ailleurs, même avant de faire de la planification, on se regroupe autour des produits qui servent les chaînes de valeur. Et donc, on va s'organiser dans le quotidien sur la planification, sur l'identification des dépendances, avoir des rythmes de développement identiques sur ces regroupements d'équipes, faire des démonstrations en commun. Non seulement ça a un énorme pouvoir transformant, mais ça permet aux gens de comprendre mieux ce sur quoi ils travaillent et pourquoi, à plusieurs équipes, on peut être plus efficace que si on faisait ça chacun dans son coin. Il y a bien évidemment un autre exemple de ce qui a été fait chez Bouygues Telecom, c'est de refondre le process de gestion des demandes. Quand on est dans le produit, aujourd'hui, dans un grand groupe, souvent ça atterrit sur les épaules d'un rôle ou deux, le product owner et le product manager, à la croisée de tous les enjeux d'une organisation. Alors bien sûr, on connaît les enjeux de priorisation, mais là, au-delà de ça, les demandes, elles peuvent venir de n'importe où, du CEO, des métiers, de l'équipe. Il faut avoir absolument une démarche pour canaliser ça, être mieux organisé, parce qu'il y a des organisations dans lesquelles les PO, les PM passent plus de temps à gérer ces demandes, comprendre, les étudier, pouvoir apporter une réponse, se justifier sur sa réponse, et en fait, on passe à côté de l'essentiel qui est créer de la valeur. Et ça, c'est très important de processer. Je ne suis pas fan du process non plus, mais en tout cas, il faut en tout cas avoir une démarche concentrée et essayer de la diffuser dans toute l'organisation. Ça veut dire harmoniser l'outillage et les templates, bien évidemment. Pensez aux organisations dans lesquelles vous intervenez. Est-ce que toutes les équipes produits utilisent les mêmes outils? Alors oui, il y en a qui commencent à sortir. Les Jira, les Trello, ça y est, ça commence à sortir le bout de son nez comme étant des outils. Je ne dis pas que ce sont nécessairement les bons, mais en tout cas, l'important, c'est d'essayer de s'harmoniser là-dessus. Quand on partage des templates de roadmap, si tout le monde a des templates différents, forcément, ça va prendre beaucoup de temps, rien que pour s'approprier le mode de fonctionnement de la roadmap, avant même de plonger dans le contenu de la roadmap. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et forcément, et vous le verrez dans chacune des dimensions que je vais vous partager aujourd'hui, il y a une dimension transformante. Et quand on se structure autour des produits, avec des équipes coordonnées, on doit faire un accompagnement au changement avec de la formation, de la clarification des rôles, très important. C'est pas le tout de mettre des gens du jour au lendemain sur des plateaux et de leur dire ça y est, à partir de maintenant tu seras product owner ou tu seras product manager, sans leur expliquer un peu le contexte. C'est très important de clarifier ça. L'onboarding des nouveaux profils, et notamment dans les grands groupes. Il y a un turnover qui est assez important aujourd'hui. Gérer la sortie des personnes qui travaillent au sein des équipes produits, gérer leur intégration, c'est très chronophage. Il faut avoir des démarches structurantes par rapport à ça. Je vous ai montré des exemples un petit peu d'activités qu'on peut mener pour structurer des équipes autour du produit. Alors, il faut être un petit peu concret. Vous avez, je vais utiliser le super laser, sur la gauche, une démarche, un cycle de développement sur 3 mois. C'est assez classique. On retrouve ça dans des frameworks agiles comme SAFe.
où on va partir avec une planification commune, toutes les équipes entre elles qui vont identifier les dépendances, s'inscrire dans un objectif commun pendant le cycle de développement depuis 3 mois, et de façon régulière, et j'ai envie de dire fidèle aux valeurs de l'agilité, avoir tous les mois des points de partage pour montrer l'état d'avancement, s'ajuster et faire en sorte qu'on soit au plus proche des besoins des utilisateurs. Quelque chose d'assez classique. Aujourd'hui, chez Bouygues Telecom, ces instances de planification commune qui viennent des équipes produits, elles sont en train d'embarquer tout l'écosystème. Il y a vraiment quelques temps, on disait que c'était impossible, on disait que les métiers ne se déplaceraient pas, c'est en train d'embarquer tout l'écosystème. Chez Bouygues Telecom, on parle de presque 100 personnes maintenant qui embarquent et qui font une telle dynamique qu'on est en train de vraiment faire en sorte que ce soit plus l'équipe produit ou le département digital qui se transforme, mais bien toute l'organisation au complet qui soit en train d'embarquer. Vous avez en bas à droite un tableau d'identification des dépendances, parce que bien évidemment tout ça passe par des outils, passe par des livrables. On pourrait passer du temps là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Alors l'impact, clairement, sur cette première dimension, c'est de voir que l'évolution même d'un pôle, le positionnement même d'un pôle digital peut évoluer, passer d'une usine de delivery à un vrai pôle conseil, un vrai pôle stratégie, avec un vrai pouvoir transformant pour l'organisation. De façon beaucoup plus pragmatique, mettre en place une belle structuration des équipes produits, ça permet aussi de mieux faire correspondre les demandes qui sont nombreuses au sein d'un grand groupe, c'est encore plus vrai dans les grands groupes, et la capacité à faire des équipes. Parce que tous les métiers dans un grand groupe n'ont pas conscience tout simplement de comment ça fonctionne un département produit. Et du nombre de personnes qu'il y a, on a l'impression qu'il s'agit un peu juste de passer commande et qu'on aura au bout d'un moment. Mais on se retrouve au cœur de tellement d'enjeux qu'il faut pouvoir faire cette adéquation entre la demande et la capacité à faire des équipes. L'impact, il est immédiat sur l'engagement des équipes. On l'a vu que c'était un enjeu important. Et au final, l'impact principal, avec cette dimension-là de l'approche produit, c'est de faire en sorte qu'on ait des usines de delivery qui tournent mieux, avec un temps de livraison, une accélération du delivery. C'est un premier objectif grâce à une première dimension à aborder quand on parle d'approche produit. Première dimension. La deuxième, comme je vous l'ai dit, une fois que cette usine tourne, souvent on commence d'ailleurs par la première. Ça vient de l'agilité, souvent historiquement ça a démarré par la première. Par contre, on commence à voir assez rapidement, surtout qu'en gagnant de maturité sur cette première dimension, qu'il faut vite aller chercher une deuxième dimension qui consiste à connecter les équipes produits avec la stratégie d'entreprise. Assez classique, me direz-vous, mais encore faut-il le mettre en œuvre réellement, sous peine de ce que j'évoquais tout à l'heure, une frustration des usines de delivery qui pourraient dire « Attendez, on a fait l'effort de se transformer, à vous aussi de nous alimenter un petit peu de façon plus efficace. » L'objectif et la fin, c'est pas de se transformer, parce que se transformer serait une fin en soi. On est bien d'accord que l'objectif au global, c'est la réduction du time to market, être plus réactif et répondre à tous les enjeux que j'ai partagés tout à l'heure. Sur cette dimension de la connexion entre les équipes produits et la stratégie d'entreprise, 4 activités majeures qui pourraient prendre d'autres formes, mais la première sera de bien s'aligner sur les thèmes stratégiques de l'entreprise, parce que forcément, avec cette deuxième dimension, on va parler des comités de direction, voire des COMEX, on va parler des lignes métiers, du business, et il va falloir absolument apporter ces personnes-là dans la transformation en s'assurant qu'on comprenne bien, tout simplement, quels sont les plans pluriannuels en termes de stratégie d'entreprise, car c'est bien à partir de là que vont venir plus tard les produits qui vont alimenter nos utilisateurs. Donc très important de comprendre ça, les objectifs business, s'aligner sur la notion de valeur, et on sait bien que la valeur aujourd'hui elle a de multiples formes, et que ce n'est pas que la user business value, comme on peut dire de temps en temps, et elle peut avoir des formes différentes. Il faut mettre en place des démarches en mesure d'explorer en amont les initiatives stratégiques. Dans un grand groupe, il y a beaucoup de monde. On en voit parfois en projet d'énormes initiatives stratégiques sur lesquelles la logique de MVP, on attend un petit peu que ce soit au niveau des équipes de réalisation qu'on dise non, vous ferez les MVP avant. Si on arrive à projeter cette logique de MVP, d'aller chercher le périmètre minimal qui va délivrer le plus de valeur dès les premières couches de l'organisation, pour essayer, dès les thèmes stratégiques, de se dire, dans ce thème stratégique-là, on pourrait le faire de plein de façons différentes, mais il y a une façon, il y a un périmètre qui nous paraît avoir le plus de valeur, alors on peut vraiment gagner du temps et être plus efficace.
Ensuite, l'idée, ça va être d'opérationnaliser ces initiatives à travers la mise en place de visions, de roadmap. Et là, tout doucement, on se rend compte qu'on arrive déjà presque au niveau des équipes produits, puisque cette notion de vision, de roadmap, c'est vraiment les personnes produits dans l'organisation, souvent les product managers qui la mettent en place. Dernier point par rapport à cette dimension-là, c'est de s'aligner à tous les niveaux de l'organisation sur ce qu'est la valeur. Comment on va pouvoir la piloter, la mesurer, des thèmes stratégiques sur lesquels on partira sur des hypothèses de valeur, jusqu'à la livraison, sprint de développement après sprint de développement, sur la livraison de fonctionnalités qui vont devoir vérifier ou non les hypothèses qu'on avait imaginées. Chez Orange, très concrètement, quelle forme ça a pris? Aujourd'hui, on a toutes les chaînes de valeur, dans leur très grande majorité, qui utilisent une démarche d'exploration amont des initiatives. Vous avez les différentes étapes ici de cette démarche. On ne va pas rentrer dedans maintenant, ce n'est pas l'objectif, mais c'est de dire que voilà, on n'est pas resté les bras croisés face au fait d'aller amener de la culture produit, de la recherche de valeur maximale sur les projets qu'on lance chez Orange. On a généralisé ce type de démarche et aujourd'hui, il n'y a pas un comité de direction qui ne connaît pas cette démarche-là chez Orange. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va permettre d'embarquer progressivement les équipes produits. Pas au début, puisque forcément, on part du thème stratégique. Et on ne sait pas encore la solution, la tête qu'elle va avoir, avec quelle équipe on va le faire. Donc on va réfléchir collectivement, on va brainstormer, et plus on va avancer dans l'exploration de l'initiative stratégique, plus on va embarquer de façon progressive des personnes pressenties pour piloter le delivery de ces solutions, notamment les product managers, notamment les product owners. Et la connexion se crée entre la couche du haut et la couche de l'usine de delivery. Ça veut dire qu'on doit s'aligner aussi avec les personnes en charge de la gestion budgétaire, qui gèrent les portefeuilles d'initiatives. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avancer dans cette démarche, on va avancer dans une des colonnes d'un portfolio Kanban, un outil de pilotage qui va permettre au comité de direction en charge des budgets de valider la continuation de l'exploration d'une initiative. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'à partir de la culture produit, on est en train d'être transformant aussi dans les couches de lean portfolio management, de gestion budgétaire et autres. Donc très concrètement, ça permet à l'organisation d'être plus réactive, puisque bien évidemment, si les hypothèses de business qui avaient été imaginées dans ces phases amont ne sont pas atteintes, eh ben, on va s'adapter, on va changer d'initiative. Ça demande une vraie réactivité organisationnelle qui est facile à dire dans une présentation, plus dur à faire en réalité. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui se mettent en place à ce niveau-là. On va optimiser les budgets, accélérer le time to market et forcément accroître l'implication des équipes qui seront impliquées beaucoup plus en amont, même au-delà du discovery. On est vraiment dans une couche au-dessus dans ces initiatives stratégiques. Deuxième dimension de transformation et de la mise en place d'une approche produit. Enfin, je voudrais terminer par le renforcement du volet centré utilisateur, dont on parle beaucoup et qui va capitaliser sur une expertise qu'on a la chance d'avoir dans les grands groupes, et ce serait dommage de passer à côté. Je parle des départements UX, que ce soit l'UX Design ou l'UX Research, qui trop souvent sont encore considérés comme « allez, on va réfléchir, on va faire la couche du haut avec des réflexions amont, et puis après, quand il faudra produire les maquettes à la fin, on va solliciter les équipes design ». Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, et c'est dommage parce que c'est se passer à côté d'une expertise importante. Donc comment un groupe, et notamment chez Accor, on a réussi à opérationnaliser à l'échelle les activités de recherche utilisateur. On ne va pas être sur l'UX Design, là on va être vraiment sur la recherche utilisateur, qui auparavant était assez siloté, qui n'était pas suffisamment facilement accessible pour les équipes produits, et ben ça veut dire qu'il faut essayer de structurer une offre de service d'un département qui s'appelle là-bas Voice of Customer, créer des workflows, des outils nécessaires pour rendre accessible cette recherche utilisateur, faire en sorte que ce ne soit plus l'apanage et l'expertise d'un seul département, mais qu'il y ait une vraie capacité pour toute l'organisation de s'approprier plus facilement cette connaissance. Au final, on parle beaucoup de discovery aussi, capacité d'une organisation à aller mieux comprendre les besoins d'utilisateurs. C'est comment est-ce qu'on va intégrer au quotidien ce type de démarche dans le quotidien des équipes produits. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux exemples chez Accor qui font que c'est une réalité et que c'est plus facile aujourd'hui d'utiliser de la recherche utilisateur chez Accor. Dernier point,
Évidemment, quand on parle d'approche produit, on parle d'omniprésence des tests et des retours utilisateurs à tous les niveaux de l'organisation. Ça commence dès les démarches exploratoires, des initiatives stratégiques. On va essayer de généraliser les prototypes, les tests d'appétence pour très rapidement avoir des retours des utilisateurs. Ça va souvent venir d'un pôle d'expertise UX ou UX Research ou UX Design. Alors très concrètement, vous avez sur la gauche la page hub de cette entité, Voice of Customer, qui met vraiment à disposition de toute l'organisation et notamment des équipes produits, tout un ensemble de services dans lesquels les différentes équipes produits vont pouvoir aller se servir et faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile pour elles d'utiliser le contenu de ces recherches. De la même façon, vous avez sur la droite quelque chose qui n'a rien de révolutionnaire. Faire en sorte de faciliter, d'un point de vue presque industriel, en termes de fréquence, le fait que les équipes produits puissent parler à des vrais utilisateurs. Il n'y a rien de bien sorti, il n'y a rien de révolutionnaire d'un point de vue conceptuel. Encore faut-il le mettre en place au sein des organisations. Accor le fait aujourd'hui sur une base trimestrielle, et notamment en mettant en place un trio d'UX Researcher, UX Designer et de POPM qui rencontrent des vrais clients pour les sonder, pour les tester, pour voir comment ils réagissent par rapport à des propositions de scénarios sur les produits digitaux. L'impact de ce type d'initiative au sein des départements UX permet d'augmenter déjà la notoriété interne. Alors ça commence par là, ça paraît évident, mais d'un département UX Research dans un grand groupe comme Accor, permet de satisfaire davantage les stakeholders, les utilisateurs de toutes ces données clients, mais aussi le travail des UX Researchers, c'est aussi important. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'à ISO effectif du UX Researcher, il y a eu 3 fois plus d'études qui ont été produites et qui ont pu être utilisées par toutes les équipes produits du groupe Accor. Et là, on est dans du concret et de toute évidence, on voit qu'il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais en intervenant sur des choses concrètes comme celles que je vous ai montrées, on peut développer cette dimension du centré utilisateur au sein des grands groupes. Alors voilà, vous l'avez compris, on pourrait passer beaucoup de temps sur chacun de ces REX, essayer de comprendre ensuite comment on le met en œuvre de façon spécifique, mais l'objectif de cette conférence, Approche produit, nouveau levier de transformation des grands groupes, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, si les grands groupes, pendant longtemps, ont observé cette culture produit se développer dans les startups sans avoir nécessairement les moyens de pouvoir le mettre en œuvre d'un point de vue organisationnel chez eux, les choses ont changé. Alors je vais essayer de ne pas tomber dans un optimisme béat que évoquait Julia de Funès ce matin, mais dans un optimisme réaliste. On a aujourd'hui au sein des grands groupes complètement des moyens de pouvoir mettre ça en place, avec des interlocuteurs qui sont identifiés pour chacune de ces dimensions. L'IT, le digital, l'anciennement MOA, MOE pour la première dimension, le fait de mieux travailler avec les business, les métiers, les directions pour la connexion des stratégies produits avec des équipes produits avec la stratégie d'entreprise et avec les départements UX, Design et Research pour renforcer le volet centré utilisateur. On voit bien que le produit il est au cœur de tout ça et que c'est en mettant ces 3 dimensions en marche qu'on va faire une vraie transformation. Donc oui, une approche produit, c'est un levier de transformation au sein d'un grand groupe. Il n'y a pas de baguette magique sur la façon de le faire. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de littérature par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a 3 leviers avec des interlocuteurs identifiés. On a une discipline, le product management, qui est en train de monter au sein de ces grands groupes. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de préciser ce qu'est un product owner. Bon, il faut encore un peu préciser ce qu'est un product manager parce que ça dépend des organisations. Mais la réalité, c'est qu'avec le product management, une entreprise, avec des rôles donc, qui sont incarnés, on a la responsabilité, quand on a un grand groupe, de s'assurer que ces 3 dimensions-là vont se retrouver d'une façon ou d'une autre au cœur de la conception des produits. L'idée, vous l'avez compris, c'est bien évidemment d'avoir plus d'impact, d'être différenciant et de pouvoir se différencier sur le marché. Il n'y a pas de baguette magique, mais c'est à tous les grands groupes d'aller créer leur propre histoire par rapport à ces dimensions-là. Et j'espère que donc cette présentation et ces 3 règles qu'on aura effleurées vous auront ouvert quelques portes pour pouvoir potentiellement déployer ça au sein de vos grands groupes ou chez vos clients. Merci beaucoup. On a du temps pour 10 minutes pour des questions-réponses. On a une première question. Je vous tends mon micro. Merci. Merci pour cette présentation. Juste une question sur la partie 1, structuration des équipes autour du produit. J'ai eu plusieurs expériences où ça bloque
parce que le IT a une sorte de back-office bien connecté et c'est pas découplé. Donc du coup, la déconnexion des différents services peut être difficile de créer une structure avec de l'autonomie. Et on se retrouve avec beaucoup de dépendance entre ces différentes équipes, surtout dans les grands groupes qui ont beaucoup d'historique. Je voulais savoir comment tu as approché cette question. C'est sûr que tu en as dû faire face. Et quel conseil est-ce que tu donnes dans ce cas face à des back-office qui empêchent cette autonomie d'avoir une équipe avec un chef de projet qui sont capables de faire un design, recherche et implémentation de leur vision sans avoir besoin de faire par-ci, par-ça et dans tous les sens. Merci pour la question. Effectivement, l'idée dans une approche produit, c'est pas de transformer en un claquement de doigts toute une organisation. C'est dur de se débarrasser d'un legacy dans une banque, par exemple, pour ne citer que ce secteur-là, puisqu'on a des systèmes qui sont stratégiques et qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. L'idée, ça va être d'identifier progressivement, de faire une démarche agile en fait, de déploiement et de transformation et de mise en place de cette approche produit pour aller chercher les regroupements qui vont être les plus souples à mettre en œuvre, avec parfois le moins de dépendance avec le legacy. Parfois, on n'aura pas le choix. Il faudra forcément embarquer des éléments du legacy. On va faire des plans de migration, donc bien évidemment qu'une approche produit, elle doit se faire en collaboration avec les départements IT. L'idée, c'est pas de se dire on transforme l'organisation du jour au lendemain. Il y a des plans de migration aussi. Et petit à petit, c'est d'injecter du legacy. Ça peut arriver de découper certaines parties du legacy pour les rapprocher d'équipes de développement qui ont beaucoup plus de souplesse dans les phases de développement et petit à petit mettre en place des modes de fonctionnement qui vont embarquer le reste de l'écosystème. Parallèlement à tout ça, ça ne veut pas dire qu'on peut quand même avoir une approche produit qui va travailler avec un legacy parallèle qui continuera d'exister et qui devra se synchroniser avec des rythmes de développement bien différents. C'est une complexité supplémentaire, mais ce n'est pas insurmontable, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il y a le micro qui arrive. Merci pour la présentation. J'avais une question quand vous avez dit qu'il fallait, sur le point 2, aligner sur la valeur, aligner tout le monde sur la valeur. Dans les grands groupes, en fait, on a beaucoup de produits qui vont participer à différents éléments. Chacun a plus ou moins sa valeur. Est-ce que vous arrivez à définir des clés de lecture communes ou est-ce que finalement, vous les faites par business unit ou c'est vraiment produit par produit? C'est vraiment par chaîne de valeur, en fait. Dans une chaîne de valeur qui est l'ensemble des activités par lesquelles un utilisateur devrait passer pour aller chercher de la valeur et pour que cette valeur soit générée auprès de l'entreprise également, on ne va pas avoir qu'un seul produit, on peut en avoir plusieurs. L'idée, ça va être de s'interroger sur qu'est-ce qui a de la valeur par rapport à la chaîne de valeur. Et ça va permettre de mettre plus ou moins en avant certains produits dans les décisions d'investissement pour dire il faut qu'on avance et qu'on investisse davantage sur ce produit parce qu'il va nous permettre d'alimenter notre chaîne de valeur. Maintenant, qu'est-ce qui a de la valeur pour une chaîne de valeur? Désolé, ça fait beaucoup répéter le mot valeur, mais il faut effectivement, je pense, vraiment se poser autour d'une table et collectivement s'interroger sur tout un ensemble de paramètres, ce qu'on a pu faire chez Orange par exemple, en listant toutes les différentes dimensions de la valeur. Et on retrouve des éléments qui ne sont pas de la valeur directe. Je pense à la RSE par exemple, c'est un vrai dilemme, mais pour une chaîne de valeur en fonction de la stratégie d'entreprise, des valeurs de l'entreprise, on va donner un point plus ou moins important à ces dimensions-là. Bien évidemment, c'est des conversations qui ont lieu à très haut niveau et qui sont ultra structurantes pour l'organisation. Mais ensuite, le fait d'investir dans tel ou tel produit ne sera qu'une conséquence de cet alignement amont au plus haut niveau de l'organisation sur ce qu'a de la valeur réellement au final pour l'entreprise. Voilà. Une autre question? Deuxième question, c'est les questions TIGA. Ma deuxième question, c'est sur ce point de priorisation avec la stratégie. Oui. Où est-ce que tu places les OKR dans cet ordre des opérations 1, 2, 3? Alors, les OKR, ils sont partout. Non, mais à quel moment est-ce que tu introduis cet Alors, aspect? ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien un endroit où ils vont être omniprésents, ces OKR, c'est dans la dimension 2. Quand on lance des initiatives stratégiques, il faut partir avec des hypothèses de valeur. Quel est notre objectif global par rapport à cette initiative stratégique? Quels vont être nos indicateurs de résultats, nos key results, en fait? Et donc, à partir d'objectifs
vraiment long terme, hein, qui vont être mis dans cette dimension 2. On va ensuite, quand on va rentrer dans les phases de développement, pouvoir vérifier, sortie de fonctionnalité après sortie de fonctionnalité, si ce qu'on a délivré apporte de la valeur et répond aux hypothèses de valeur qu'on avait imaginées au-dessus. Donc, je te dirais, le plus naturellement, c'est que ça va passer de 2 à 1, en fait. Ça va un peu découler. Maintenant, cette notion d'OKR, elle est extrêmement transverse. Et par exemple, chez Accor, pour développer cette dimension centrée utilisateur, on s'est aussi mis des OKR pour justement suivre une logique de est-ce qu'on atteint bien les objectifs qu'on se fixe et déploiement après déploiement de nouvelles organisations de l'utilisation de ce centré utilisateur. Donc voilà, pardon, c'est un peu une réponse globale, mais effectivement, cette notion d'OKR, elle est omniprésente, mais surtout dans la dimension 2, en fait. Voilà. Follow-up question. C'est dans l'ordre ? Le 1, 2, 3 pour vous. Il n'y a pas d'ordre, en fait. Okay. En fait, je l'ai vraiment mis, ça je ne l'ai pas dit, hein, mais ensuite, un grand groupe, il peut aborder n'importe quelle dimension, ça dépend de la maturité des interlocuteurs qui sont en place, ça dépend de la culture de ce groupe-là. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'une fois qu'on commence une des dimensions, très rapidement, si on fait bien notre travail dans une des dimensions, les deux autres dimensions devront embarquer. Sans quoi, la première dimension, elle va atteindre un plafond de verre très rapidement. Donc je reviens à ce que je disais, il n'y a pas de baguette magique et je ne vous dirais pas qu'il faut absolument commencer comme ça. Historiquement, ça commence plutôt comme ça vient de l'agilité, mais on peut voir, aujourd'hui, on peut se mettre à travailler avec des clients qui veulent être beaucoup plus matures sur la connexion d'équipes produits avec la stratégie d'entreprise. La bonne pratique, c'est quand même de s'assurer qu'on ait de l'agilité au niveau d'équipe, parce que pour rappel, c'est quand même là où la valeur se crée. Et si on n'a pas des équipes matures, on peut mettre tous les autres couches. Ce sera moins performant, mais ce n'est pas impossible de démarrer quand même et d'aller sur les autres dimensions après. Est-ce qu'il y a d'autres questions autres que ces deux personnes? Vous êtes aussi... la voisine, du coup. D'accord. En fait, on peut constater parfois que dans le business, les OKR, ils sont orientés business area, business unit. Et dans l'agilité, on est sur des topologies d'équipes qui sont produits. Oui. Et parfois, les OKR, il n'y a pas de lien. On va avoir des objectifs dans un PI, par exemple, et ils n'ont pas de lien direct avec les OKR. Et ça, parfois, c'est dur de concilier l'approche business unit et l'approche équipe produit. Je pense que l'objectif d'une business unit, c'est à un moment de plaire à un utilisateur pour lui apporter de la valeur. Et cette valeur va passer par des produits à un moment. Donc c'est peut-être que les choix, soit des objectifs ou soit des key results, ne sont pas bons. Mais je pense que, et c'est vraiment, je pense, l'objectif du product management, c'est, à mon avis, de créer cette verticalité sur cette notion de valeur, s'assurer qu'il y ait des objectifs qui soient interprétables, exploitables par des produits. Donc, ça passe par la finance aussi, parce que si les gains, les revenus sont regroupés par business area et non plus par ligne de produit, on perd cette visibilité, en fait. On a l'impression qu'il faudrait presque rajouter la finance, la structure financière de l'entreprise. Alors, c'est ce que je disais un peu dans le point 2, c'est que connecter la stratégie d'entreprise avec les équipes produits, ça demande de parler avec les personnes qui tiennent les budgets à un moment, en fait. Et ça, c'est très transformant. Ça pourrait être carrément une autre conférence sur tout ce qui est lean portfolio management et autres, mais c'est un vrai sujet. Si on veut pouvoir être libre, entre guillemets, sur les sujets sur lesquels on va travailler dans le produit, quand je parle de libre, c'est au service des objectifs au-dessus, il faut impliquer les personnes de la finance. Et oui, c'est un vrai enjeu de transformation, clairement. Ah non, mais ma question, ça portait justement sur le financement. On voit que là, vous l'avez très bien dit dans votre présentation, que avant, il y avait différenciation entre métier, IT, avec une relation client-fournisseur. Là, on vient complètement casser ça, où en fait, justement, on va chercher plus du financement participatif. C'était voir si vous aviez réussi à mettre ça en place au travers des REX, ou alors, du coup, comme vous le dites, c'est un autre sujet, c'est le LPM, ce genre de choses. Alors, par simplicité, mais par honnêteté, je vais vous répondre que c'est en cours. J'ai rarement vu encore d'organisations qui sont complètement fluides et matures sur la façon de prioriser, budgéter pour alimenter les équipes produits. Mais effectivement, il y a des initiatives qui sont clairement amorcées.
mais il y a une dimension de change management aussi, puisque c'est pas évident de passer de l'étude de cas, des multiples scénarios avec un budget annuel à une planification budgétaire beaucoup plus souple. Donc sincèrement, moi j'ai pas vu encore de modèle complètement accompli de cette transformation du lean portfolio management, en fait. Mais ça viendra, je pense que ça viendra. Merci. Alors si c'était la dernière question, a priori, je pense que ça veut dire qu'on est... On est bon, on est dans les temps. Écoutez, je vous propose de remercier Adrien écoutez, pour sa session. Merci beaucoup. Avec plaisir pour en discuter. Et vous connaissez aussi cette slide, il y a un rôti si vous voulez donc faire un feedback par rapport à cette présentation. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.